ce troisième temps de la journée, nous changeons de registre pour regarder plutôt vers demain. Nos associations demain vont-elles diluer leur identité dans la seule fonction d'opérateur économique? Ou bien pourront-elles trouver un chemin inventif pour rester des leviers d'émancipation, pour soutenir la question de la subjectivité que nos intervenants ont traitée tout à l'heure, pour au fond être des tremplins pour des sujets pensants? Christian Lemaignan est docteur en sciences de l'information et de la communication. Il a été professeur associé à l'Université de Poitiers. Il a été conseiller en management de l'innovation territoriale et il fait partie de ces personnes qu'on appelle des prospectivistes. Rien de plus difficile que la prospective. Mais il a fait de nombreux travaux autour de cette question, de cette idée de la prospective créative. C'est l'objet de son dernier livre, Les pensées pour le futur des territoires, qui est édité chez l'Harmattan. Et c'est sur ce travail de prospective, à ne pas confondre avec de la prédiction, qu'il va nous proposer 4 scénarios pour l'avenir de nos associations. Et puis juste un mot avant de lui passer la parole. Vous avez remarqué que nous portons le même nom. Christian est mon cousin, mais ne vous inquiétez pas, ça n'enlèvera rien à la qualité de ce qu'il va vous dire. Merci Bernard. Oui, cousin par nos grands-parents directement, qui du reste, les Maignan, savez-vous, faisaient de l'extraction de métaux non ferreux dans les pays marginaux de la Bretagne, et de ces métaux non ferreux, ils en faisaient des chaudrons. Et nous sommes des colporteurs de chaudrons, c'est-à-dire que notre rôle, c'est plutôt d'apporter le chaudron, de mettre vos idées dedans et puis de faire cuire lentement pour que ressorte une certaine harmonie dans nos échanges. Voilà. Alors, le travail que je vais vous présenter, nous l'avons fait avec la Fonda, donc que vous connaissez peut-être, et nous avons pu, avec des spécialistes, des experts de la Fonda, essayer d'identifier des tendances lourdes, des tendances émergentes, et d'essayer, et nous avons décrit 4 scénarios que nous avons développés en 2011, et nous poursuivons avec la Fonda sur 4 séminaires avec les 8 prospectivistes en France, et vous aurez l'information, si vous voulez, à Paris, il y aura 8 réunions, il y a 4 réunions avec 8 prospectivistes, de façon à essayer d'éclairer nos lanternes sur l'avenir de nos associations. Dans ce que nous avons vu tout à l'heure, quand on fait un peu de prospective, on essaye de voir les sous-systèmes qui font évoluer l'objet de la connaissance que l'on voudrait appréhender. Ici, si c'est l'enfant, vous voyez que tout à l'heure, nous avons eu des propos d'évolution sur la famille, son environnement, la dimension socio-culturelle, très peu sur les systèmes d'activité, qui influencent, bien sûr, puisque ça influence à la fois le travail des parents, mais ça influence les métiers d'avenir pour les jeunes, sur le territoire et ses évolutions, là où vous êtes, les communautés de communes, enfin on a parlé des territoires du point de vue même de leur appropriation de vos structures, parce que c'est quand même des structures d'animation locale que vous avez, ce n'est pas uniquement d'accueil d'enfants que vous faites, vous animez le territoire localement, parce que quand vous recueillez des enfants, quand vous faites la fête des associations ou votre fête chez vous dans votre association, il y a les parents qui viennent, il y a les amis des parents, il y a les enfants, enfin, etc. Donc vous animez le territoire quelque part. Et puis, bien sûr, l'évolution des établissements scolaires, enfin, vous connaissez, et des dispositifs institutionnels, c'est-à-dire le rapport aux politiques. Alors nous avons eu Jean-Pierre Worms qui, lui, a travaillé plutôt sur le rapport aux politiques. Nous avons eu Henri Noguès sur l'économique. Nous avons eu Jean Bastide, Roger Su, et puis Jean-Michel Bloch-Lenné, bref, des experts, et puis Pierre Van Ehrenberg qui ont travaillé sur les environnements des associations. C'est ce travail de synthèse que je vais vous présenter maintenant, sous une forme un peu ludique, puisque nous avons 4 séquences filmées. Donc 4 petits films qui vont passer, et je vous commente les films juste après. Mais juste avant, pour bien se détendre par rapport aux intervenants précédents qui nous ont donné avec beaucoup de richesse du contenu, je vais vous demander tout simplement, quand je dis Tintin, vous me dites
Quand je vous dis d'enfer, vous me dites? Quand je dis Juliette, vous dites? Bon, alors maintenant, on va essayer... Maintenant, on va essayer, pour faire les scénarios, de découdre, de défaire ces liens qu'on a dans la tête en continu. Et donc, les liens que l'on va faire, ça va être des scénarios nouveaux qui font des liens entre des hypothèses possibles, hein, pour nous faire réfléchir à nos avenirs possibles. Ce n'est pas les avenirs qui vont venir. Donc, il faut maintenant écrire l'histoire de la rencontre de Tintin et de Juliette. C'est ce que nous allons voir en film. Première séquence de film. Rafale, la Fonda organise une université d'automne sur l'avenir du monde associatif en 2020. Pouvez-vous prendre de quoi noter, s'il vous plaît? Excusez-moi. Donc je reprends. Il me faut un article donc sur le milieu associatif en 2020, selon 4 contextes bien différents qui sont la marchandisation étendue, la défausse de l'État, à l'ère du développement pluriel et la société inventive. De toute façon, vous avez toutes les infos dans ce document. Il me faut cet article pour ce soir dernier Cara. Ça va, il reste 9 ans d'ici 2020, donc tout va bien. Ce soir, dernier Cara. Ok, d'accord. Veuillez vous identifier. Bonjour Rafale. Veuillez indiquer votre année de destination. 2020. Veuillez indiquer le contexte de votre monde parallèle. Association dans le contexte de la marchandisation étendue. Rendez-vous, Marquette Assaut de Place Balzac. Oui, c'est qui? Bonjour, je suis journaliste, je voudrais m'entretenir avec le responsable de l'association, s'il vous plaît. Oui, montez, mais faites vite. J'ai pas beaucoup de temps. Bonjour, Bonjour. veuillez entrer. Je vois de nombreuses publicités autour de vous dans vos locaux. Pourquoi? Le financement de nos actions passe principalement par les entreprises. La logique de marché est omniprésente et donc cela influence nos activités. Par exemple, nos services s'adressent uniquement à des personnes solvables. Nous avons adapté nos services au strict acte de soins et n'avons pas le temps pour accompagner les personnes dans leur souffrance, car ce n'est pas rentable. Le retrait de l'État se concentrant sur ses fonctions régaliennes et la montée en puissance de la mise en concurrence des entreprises font que maintenant, on ne peut plus jouer de réel rôle politique. Depuis quand votre association existe-t-elle? Ça fait longtemps, au moins 2 ans. Personnellement, cela fait 3 mois que j'en fais partie, ce qui est un de mes records personnels dans une association jusqu'à présent. C'est un de vos records, mais pourtant l'association est toute jeune. Vous trouvez qu'elle est jeune? Avec les difficultés à financer les associations depuis la loi Parigot de 2015, qui tranche en faveur des entreprises en cas de concurrence avec les associations, ainsi que la RGPP 8, qui a retiré la part publique des financements associatifs, les associations doivent trouver des solutions de financement ailleurs. Fondations, dons, services payants, vente de t-shirts. Ce qui est plus compliqué, prend du temps et influence donc la durée d'existence d'une association. Et puis c'est bien plus que ces collectifs éphémères qui se font et défont en un clin d'œil. Enfin, de nos jours, c'est un peu le chacun pour soi associatif. Pas facile de nous réunir autour d'une cause commune. Comment ça? Avant, il était plus aisé de trouver des personnes qui se mobilisaient sur un projet et non sur une action. Par exemple, je faisais partie d'une grande fédération, mais celle-ci est morte toute seule, faute de renouvellement, entre autres.
Enfin, c'est comme ça. Après cet épisode, j'ai décidé de m'engager dans une association moins transversale, plus locale, pour ne pas répéter cet incident. Si j'ai bien compris, avec la montée du marché, votre association s'est adaptée en faisant payer ses services et en abandonnant les actions qui rapportaient pas d'argent. Conséquence, elle a dû se recentrer sur des causes plus locales, touchant principalement les intérêts très particuliers. Oui, c'est à peu près ça. Vous voulez autre chose? Je voudrais pas abuser, c'est possible d'avoir un café s'il vous plaît? Oui, mais il faudra faire vite. Vous savez, le temps c'est de l'argent. Merci. Donc c'est le premier scénario qui ressemble bien à ce que M. Dufour nous a décrit tout à l'heure, en partie dans ce qui advient. On a bien compris. Et on a bien compris aussi que l'absence de normes qui va avec cette dérégulation, cette déréglementation est partout, mais on ne s'en rend pas compte. Quand vous faites des ISO 9002 ou des ISO 12000 pour les collectivités locales, ça n'a jamais, c'est pas une loi, c'est un consensus entre les personnes et les professionnels. Quand vous êtes sur Wikipédia ou que vous ajoutez un article, c'est du consensus, il n'y a pas de loi qui dise ce que vous avez écrit. Alors, il y a des modérateurs, il y a des gens qui relisent, etc. Mais vous avez une série, alors les auteurs de cette remarque disent qu'il y a des soft laws, c'est-à-dire des lois qui ne sont pas inscrites d'une façon générale et que de plus en plus on négocie nos façons d'être, nos comportements. L'histoire du logement est bien nette de ce point de vue-là. Ce n'est pas qu'il y a une crise du logement, et on l'a dit tout à l'heure, enfin Madame en a parlé tout à l'heure, c'est une histoire de comportement par rapport au logement et à l'habitat. On n'est plus en 1957 avec l'abbé Pierre. On est en 2011, s'il manque des logements, c'est d'une part le vieillissement, le nombre de personnes seules qui sont dans 120 mètres carrés ou dans 220 mètres carrés parce qu'elles ont gardé l'appartement qu'elles avaient avec leurs 4 enfants et le mari, et puis elles sont toutes seules, alors qu'avant, la mortalité étant plus rapide, les renouvellements et la libération des logements, surtout sur Paris, se faisaient plus vite. Donc il n'y avait pas cette crise de logement. Ce n'est pas dû que ce comportement. De plus en plus, une chambre par enfant. De plus en plus, on a gagné 5 mètres carrés par personne dans l'habitat aujourd'hui par rapport à 1950. Donc la crise du logement, c'est une crise du comportement et des attentes par rapport à cela. Et on est bien dans cette société de consommer toujours plus, enfin vous savez, les slogans qu'on a entendus ces derniers temps. Voilà, donc que peut-on tirer pour nos associations? Alors premier transparent, premier diapo, après, oui. Encore, ouais. Je les reprendrai à la fin. Oui, voilà. Marchandisation étendue. Donc, ce que nous voulons dire derrière ce premier scénario, c'est que le slogan TINA, vous savez, c'est il n'y a pas d'autre alternative que le capitalisme. Enfin, vous savez que Mme Thatcher, vous avez vu le film peut-être, a été éduquée, son père était épicier, très entreprenant quoi, localement, et c'est toute cette éducation qu'elle a poursuivie dans sa philosophie politique, en disant qu'il n'y a pas d'autre réalité que le capitalisme pour faire fonctionner la société. Les relations pouvoir public passent désormais par des appels d'offres, enfin vous connaissez bien, surtout pour ceux qui travaillent avec l'Europe. Dans cette société de marché, la politique est dévaluée et se trouve rejetée. Le comportement du consommateur s'étend à tous les services. Et bien sûr, l'aggravation des inégalités entre les personnes et les territoires s'ensuit, puisqu'il n'y a pas de régulation de l'État régalien comme on connaissait avant, puisque c'est le marché qui doit normalement réguler les choses. Bien sûr, cette société de marché est dévaluée, enfin le politique est dévalué, et on le voit bien en termes de participation, d'élections. Enfin, ça dépend des types d'élections, si c'est local, national, européen. Enfin, mais il y a quand même une distance vis-à-vis du politique que cette société nous fait prendre. Alors, deuxième, la marchandisation étendue, les risques pour les associations. Donc, dans les risques pour les associations, j'ai la disparition d'une partie des associations gestionnaires, les petites. Moi, je travaille, excusez-moi, je suis de La Rochelle, de la Charente-Maritime, et donc on a une UNA qui regroupe 15 associations, mais il y en a qui sont trop petites, et il faut qu'elles aient ensemble un directeur, parce qu'il y a 10 salariés ici, 20 salariés là, et puis 300 ailleurs. Donc, il faut qu'elles mutualisent. Or, quand vous mutualisez des activités sur un territoire,
N'oubliez pas que vous-même, on l'a rappelé tout à l'heure dans l'histoire de l'association, il y a une histoire dans l'association. On a rappelé les fondateurs, on a rappelé les événements principaux de cette fondation. Mais quand vous vous mutualisez avec d'autres associations pour des services collectifs ou communs que vous voulez mettre en commun, il faut que vous ayez un récit. On l'a dit tout à l'heure sur le récit des résistants, il faut que vous refassiez l'histoire de ce collectif qui se recrée. C'est pas, sinon ça devient une fusion, enfin, ou une mutualisation technique. Donc n'oubliez pas cette histoire du récit. Et à La Rochelle, donc avec l'UNA qui regroupe ces 15 associations, on a réécrit une histoire de la Charente-Maritime autour des prestations qu'ils sont en train de faire ensemble. Et on les réunit ensemble pour qu'ils écrivent cette histoire et qu'ils se repèrent. Toutes ces associations gardent leur légitimité. Elles sont localisées souvent dans des communes, dans des villages. Il y a une histoire particulière, il y a une mère de famille, il y a un père de famille qui a lancé l'association, etc. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, s'ils veulent se mutualiser, il faut qu'ils puissent parler avec une voix unique, enfin une parole partagée au moins autour d'un récit. Voilà, donc marchandisation étendue, les risques pour les associations, c'est que certaines associations gestionnaires aient du mal à survivre dans ce scénario. L'adaptation des autres, mais avec une perte d'identité, sauf si vous reconstruisez cette identité collective. Vous savez que l'identité, c'est trois choses. Un, l'identité, c'est moi qui me la donne. Hein, c'est mon narcissisme personnel qui me permet d'être qui je suis, de me reconnaître. J'ai un plaisir fou, j'écris des poèmes, je viens d'être édité 2 fois, c'est mon narcissisme, excusez-moi, mais ça me fait tellement plaisir de jouer avec les mots. Voilà, alors ça, c'est mon identité. Deuxième type d'identité, celle qu'on me reconnaît, enfin d'une certaine façon, dans la tribu des personnes qui font un peu de prospective ou dans la tribu universitaire, on me reconnaît, c'est de la reconnaissance sociale. Donc là, c'est une deuxième forme d'identité. Et la troisième forme d'identité, c'est celle que vous partagez, c'est l'identité d'appartenir à un collectif. Et c'est celle-là que vous travaillez aujourd'hui même en partageant les témoignages, les expressions des uns et des autres, vous échangez entre vous et vous partagez une culture commune cet après-midi qui est une troisième identité. Préférence croissante pour le statut d'entreprise sociale, ça c'est aussi un petit peu la dérive qu'on peut avoir dans ce scénario, c'est l'entrepreneur social, enfin vous connaissez ce qui se développe autour de ce terme-là. Les opportunités pour les associations, la multiplication des chantiers urgents face à l'exclusion, et même Edgar Morin disant que si cette société continue, il faudrait peut-être faire des maisons de solidarité, de façon à regrouper tous les efforts qu'on pourrait faire, et surtout que pour les personnes qui sont exclues, elles se retrouvent dans un lieu un peu à elles, une maison de solidarité. La renaissance d'un besoin de démocratie active, on en a beaucoup parlé dans le fonctionnement même des associations, tout à l'heure dans votre fonctionnement, le conseil des directeurs, le conseil des familles, enfin vous avez parlé de cette démocratie que vous vivez, eh bien, il va falloir la renouveler si on veut lutter, et c'est une chance dans le scénario marchandisation, d'avoir à redévelopper cette démocratie dans nos sociétés. Le développement d'une culture de résistance à la marchandisation du monde et l'émergence d'un mécénat conscient des risques et ouvert à l'innovation sociale. Alors dans le mécénat, tel qu'il était marqué dans le film, qui peut choquer, il peut voir qu'il y a plusieurs types de mécénat, et puis on peut voir qu'il y a même des entreprises localement qui, alors c'est leur stratégie, pour ne pas donner un risque au territoire d'un retrait de l'entreprise, si jamais elle se retire, de plus en plus, les entreprises permettent à des salariés de travailler avec les associations pendant leur temps de travail. Donc il y a une partie pour les gens qui veulent le faire, ça permet d'avoir un tissu associatif fort. Si jamais l'entreprise devait se retirer, il y a quand même un tissu social qu'elle aura laissé derrière. Ils travaillent pour ça. Donc c'est du mécénat pour moi aussi. Enfin, c'est une autre façon de prévenir les risques que l'entreprise pourrait avoir face aux problèmes de mondialisation. Voilà, première séquence. On va passer à la deuxième séquence, si vous voulez bien. Séquence vidéo numéro 2. Bonjour Rafale. Veuillez indiquer votre année de destination. 2020. Veuillez indiquer le contexte de votre monde parallèle. Association dans le contexte de la défausse de l'État. Rendez-vous à l'AAPB de Place Balzac. Ah, j'aime trop cette application.
journaliste. Ok, montez. Bonjour. Quel est votre rôle dans l'association? Je suis actuellement président de l'AAPB, Association aidant les personnes dans le besoin. C'est une association qui propose de l'aide à la personne. Cela va des maisons de retraite aux hôpitaux associatifs. À côté de cette fonction de président, je suis aussi salarié dans un service des collectivités territoriales qui gère les relations entre les collectivités et les vraies associations. Comment ça, il y a de vraies et de fausses associations? Ce n'est pas tout à fait vrai, mais l'État a quand même reconnu depuis 2015 quelles étaient les associations les plus importantes, selon une grille d'indicateurs qu'il a lui-même fixée. Cette reconnaissance se fait aussi par les délégations de services publics dans de nombreux secteurs, aussi par les fonds alloués à certaines de ces associations. De plus, elles sont totalement cadrées par les législations et règlements imposés par l'État, tout en leur reconnaissant une grande utilité sociale. Est-ce que vous êtes en conflit avec les autres associations du secteur associatif non reconnues par l'État? Non, pas du tout. Nous ne jouons pas dans la même course et tout. Comme elle, nous connaissons une baisse de l'engagement qui va de pair avec la montée de l'abstention aux différents rendez-vous électoraux. Vous vous rappelez les dernières élections? Près de 85% d'abstention. Mais comme les autres associations, nous sommes en quelque sorte nés avec les règles établies par l'État, avec les inconvénients que cela comporte. Au final, contrairement aux autres associations, les non-gestionnaires, nous n'avons que très peu recours au mécénat. Les associations d'expression, elles, ont presque exclusivement recours à ce mode de financement. Paradoxalement, c'est dans ce genre de petites structures que l'innovation se fait le plus. Si j'ai bien compris, en fait, l'État n'assure plus ses missions de service public en se déchargeant sur les collectivités et sur les associations. D'un côté, il y aurait les associations cooptées par l'État, et puis de l'autre, les associations qui n'intéressent pas l'État, obligées d'aller chercher du soutien ailleurs. C'est ça, oui. Vous désirez autre chose? Café? Ouais, si, bien sûr. Voilà, fin de cette deuxième séquence de ce scénario des fausses de l'État. Alors, vous allez me dire, oui, mais marchandisation, on connaît bien, c'est déjà en cours, des fausses de l'État, on connaît bien, maintenant il faut répondre à des appels d'offres, l'État se défausse sur les collectivités locales, enfin, décentralisation ou déconcentration, enfin, on ne sait plus les termes utilisés. Mais en fait, c'est aussi ces scénarios pour nous permettre de réagir. Et tout à l'heure, je vous donnerai des réactions possibles par rapport à ces scénarios. Alors, bien sûr, la défausse de l'État, c'est l'évitement de l'État, une décentralisation imparfaitement compensée, instrumentalisée. Vous le sentez bien, les associations sont des solutions économiques avantageuses, mais fortement encadrées dans leur mission. On en a parlé tout à l'heure, dans la mesure où c'est toujours difficile dans notre sujet. On a parlé tout à l'heure on va vers la marchandisation, vers le capitalisme, enfin, ou la loi du marché, mais en même temps l'État qui veut être présent quand même. Et donc on l'a bien vu quand en 1985 l'État a décentralisé, comment dirais-je, délégué au département la fonction sociale, enfin, qui a pris, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a mis derrière? Il y a toujours des DDAS dans les départements, mais ils font que contrôler ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait avec l'équipement? Tout le personnel de l'équipement, maintenant, il est complètement régionalisé, enfin, ou départementalisé, pardon, puisque c'est les départements qui s'en occupent. Donc, l'État, effectivement, se défausse un petit peu de ses fonctions régaliennes et c'est pris en charge par les collectivités locales, mais l'État continue à être avec différentes modalités, garant, avec de la réglementation. Alors ça vous insupporte, mais compte tenu qu'il délègue, il est obligé un peu, de quelque part, d'essayer de savoir si cette délégation se passe correctement. Donc il instrumentalise. Mais l'inverse, c'est que hier, j'avais à l'Uriops, je voyais un délégué régional qui disait, mais chez moi, on a trouvé avec le département, pour monter un centre d'hébergement, une astuce, c'est qu'on ne pouvait pas trouver le financement complet, etc. Et on a appelé ça centre d'hébergement social. Et on accueille des exclus. Alors donc ça, c'est un financement affaires sociales, ce n'est pas le financement action sociale et sanitaire. Mais dans ce centre d'hébergement, il y a beaucoup de jeunes adolescents de l'association qui y vivent, avec bien sûr des personnes exclues du territoire pour des problèmes de chômage, etc. Donc ils ont mixé un petit peu
deux types d'activités dans une seule pour essayer de survivre et d'avoir un centre d'hébergement de proximité. C'est toute la question qui se pose souvent. Donc ils sont instrumentalisés, mais il y a des dérives, il y a des possibilités de se développer. La big société de Cameron, c'était la société auto-organisée, c'est-à-dire si l'État ne peut plus être partout et s'occuper de tout, faisons appel aux citoyens. Et essayons de développer du bénévolat, de l'entrepreneuriat social dans nos territoires. Et puis, ça a été un petit peu contesté, mais en fait, il y a l'organisation de proximité, moi j'y crois. Alors bien sûr que les unions nationales sont très gênées, mais si un jour on pouvait rêver d'avoir de proximité une sauvegarde qui travaille avec de l'aide à domicile, qui travaille avec une association de personnes âgées qui sont des bénévoles, qui animent le territoire. Si on pouvait rêver d'avoir une mutualisation de tous ces efforts associatifs dans le local, on ne serait plus tout le temps à regarder vers le national. Pourquoi dans nos centres culturels financés par la CAF, n'avons-nous pas de personnes âgées ? J'étais au Danemark, dans la même place de village, un grand village. Ils ont mis la piscine, l'école maternelle, le collège, le café, ouvert pour les ados à partir de 18h, mais ouvert toute la journée pour les personnes âgées qui sont là à venir dans le café. La bibliothèque, la médiathèque, tout ceci est dans le même endroit, avec des circulations, des couloirs. Tous les âges se rencontrent au même endroit et c'est géré collectivement par un collectif qui représente l'ensemble des institutions à l'intérieur même de ce dispositif. Alors, on sait faire ça pour les centres commerciaux. Ça, on sait faire des grandes allées, des trucs, machin et tout ça. Mais pour nos propres cohésions sociales, on ne sait pas le faire. Donc, ouais, moi, je suis sur une petite île. J'ai la médiathèque qui est à 10 km, j'ai mon centre, c'est déjà pas mal, culturel, qui est à 5 km, j'ai la piscine qui est à 3 km. Enfin, ils ont réparti l'ensemble des équipements sur la communauté de communes dans différentes communes, ce qui est quand même déjà pas mal plutôt que d'avoir chacun sa petite médiathèque, sa petite piscine de 2 mètres, parce que pour avoir une piscine, bon, il faut avoir du monde, etc. etc. Et l'hôpital et la maison de retraite est dans une autre commune. Donc ils ont réussi à avoir de proximité, parce que c'est sur un territoire défini, un certain nombre d'équipements collectifs pour répondre à cette défausse de l'État, et c'est les collectivités et les associations qui gèrent l'ensemble de ces dispositifs. Renvoyés à leurs capacités propres, les territoires sont mis en compétition, ce qui est vrai, vous voyez tout le temps dans la presse, là encore dernièrement, il y avait quelles étaient, si vous voulez habiter en province, hein, si vous voulez sortir, je ne sais plus, c'est le Point ou l'Express, qui a mis des notes sur les bonnes villes en France, les mauvaises villes, les bons territoires, les mauvais territoires, mais ça c'est presque du scénario de la marchandisation. Je me souviens quand j'étais à Cherbourg, développement économique dont je m'occupais, un directeur d'achat venait d'être nommé à l'époque, il y avait une grande entreprise qui était là-bas, il signe son contrat, il vient, la mère de famille regarde les résultats du lycée de Cherbourg, elle trouve que ces résultats sont insuffisants pour y aller avec ses enfants. Alors vous voyez bien qu'il y a de la compétition dans les territoires. En continu, chaque territoire doit essayer de montrer qu'il est le meilleur, le plus beau, le plus performant, là où le niveau de vie est le meilleur, là où il n'y a pas d'agression. Enfin, c'est sûr que chaque territoire est mis en compétition si l'État n'est pas garant pour rééquilibrer les budgets des uns et des autres. C'est un peu la fonction régalienne de l'État. Donc, défaut de l'État, risque pour les associations. La cohésion sociale s'effrite et l'ostracisme s'accroît. Le conformisme lié aux responsabilités d'employeurs et à l'indépendance au budget public. La division entre les associations plus politisées ou reconnues et celles qui restent en dehors, celles qui sont, comment dirais-je, agréées. Les opportunités pour les associations, le développement de compétences d'acteurs devenant incontournables dans les fonctions collectives, puisque c'est les associations qui prennent en charge cette activité, la renaissance de solidarité mutuelle nécessaire et l'accroissement des motivations à l'engagement, parce qu'on a quand même globalement une perte quand même en ce moment du bénévolat et de l'engagement des jeunes même dans ces associations. Et si l'association est trop gestionnaire, trop réglementée et tout ça, on le voit bien, les administrateurs partent pas, ils y sont trop bien. Et puis les jeunes, ils peuvent pas y rentrer en tant que bénévoles, quoi. Il y a un petit blocage qui se fait si l'association est trop forte et trop gestionnaire.
Voilà, des fosses de l'État. Ça va, on passe à la suivante. Alors, scénario numéro 3. Bonjour Rafale. Veuillez indiquer votre année de destination. 2020. Veuillez indiquer le contexte de votre monde parallèle. Association dans le contexte de l'ère du développement pluriel. Rendez-vous à Saumature, 2, place Balzac. Rafale, journaliste. Ok, montez. Bonjour. Quel est votre parcours? À l'origine, je viens du monde de l'entreprise. À travers un programme de mécénat de compétences, j'ai pu découvrir le milieu associatif qui m'a tout de suite séduit. Après avoir envoyé sur un master associatif, auquel j'ai pu accéder via une VAE, j'ai été embauché en tant que salarié dans cette structure associative nationale qui propose des pratiques sportives de réinsertion pour tous. Mais ce changement de milieu de travail vous a pas effrayé? Il y a quelques décennies, ce changement aurait pu être beaucoup plus anxiogène, mais maintenant que le monde associatif noue de réels liens avec l'entreprise, le changement de milieu de travail ne pose aucun problème. Le modèle associatif est mature, capable d'alliances fortes pour peser dans notre société. On parle vraiment d'alliance ou de lien de domination masqué? On dirait que vous avez dormi pendant 10 ans. Il est loin le temps où le financeur décidait du projet associatif. De plus, aujourd'hui, les sources de financement sont tellement diversifiées que cela ne pourrait plus être possible. Nous faisons de réels projets co-construits car tout le monde a compris ce qu'il avait à gagner dans ces échanges. Cette co-construction passe aussi par une construction avec les bénévoles fidèles, mais aussi avec les bénévoles plus occasionnels. Si j'ai bien compris, le monde associatif fait pleinement partie de la société, pas de souci, ce qui a pour effet de responsabiliser et d'enrichir les individus qui deviennent ainsi des atouts pour la société. Oui, c'est tout à fait ça. Je voudrais pas abuser, c'est possible d'avoir un café s'il vous plaît? Oui, je vous apporte ça. Troisième scénario, vous l'avez compris, c'est un développement d'une l'ère plurielle, c'est un développement où on reconnaît la place de l'association dans l'activité propre. On peut changer, d'aller d'une association à une autre. Vous savez, c'est le gros problème même qui est posé sur les compétences. Quand vous êtes dans le bâtiment et que vous allez dans la mécanique, vous ne cotisez pas même caisse de retraite et donc vous perdez des points parfois, ou vous en gagnez si vous changez. Et quand vous allez dans le secteur associatif, vous perdez vos points quand vous étiez dans le bâtiment parce qu'ils ne sont pas cumulables. Si on veut qu'il y ait fluidité et une économie mixte, il faut que l'ensemble des personnes qui y travaillent puissent être presque sous les mêmes conventions pour pouvoir passer d'une activité à une autre. Quand vous êtes manager d'un centre, c'est la même chose que si vous managez une entreprise à la limite. Et donc pourquoi ne pas changer d'une activité à une autre? Et c'est ce qui est un peu démontré dans cette économie plurielle avec la place des associations. Et cette place, relisez Roger Su, là, qui vient de sortir un bouquin, c'est vraiment les associations qui apprennent souvent à des salariés d'entreprise mais qui militent en association la prise de parole, l'expression, l'autonomie, des choses qu'ils ne peuvent pas prendre dans l'entreprise où ils sont salariés parce qu'il y a une hiérarchie, parce qu'il y a des règles qui font que dès qu'on sort, on ne discute plus entre eux. Et souvent, des personnes apprennent leur propre vie, enfin leur propre émergente par le milieu associatif. Donc le milieu associatif, là ici, dans ce scénario, a sa place entière dans la société. C'est de la biodiversité économique, c'est l'affirmation du projet associatif, le partenariat avec des acteurs économiques et politiques, notamment autour d'un développement local co-construit. On voit bien les AMAP, par exemple, c'est un exemple d'une aire, vous connaissez les AMAP, puisque c'est les paniers que vous pouvez acheter. Et enfin, les AMAP, c'est une co-construction entre des consommateurs, enfin des habitants et les agriculteurs. Et bien, de plus en plus, on pourrait avoir des activités co-construites dans nos territoires. Alors, les risques pour les associations, le conservatisme de leur mode de fonctionnement et la faiblesse de l'articulation bénévole-salarié, là il faut y retravailler, la place du bénévole par rapport aux salariés, parce que ça va changer dans ce scénario pluriel. Les divisions associatives affaiblissent leur capacité de représentation et de reconnaissance.
les opportunités pour les associations, une fécondation croisée des capacités d'expression et de gestion des associations, des possibilités de partenariats multiples et équilibrés mobilisant leur capital social, une participation associative dans l'espace public renforcée par l'unité. Vous vous souvenez de Bourdieu, le capital social, enfin c'est celui dont on hérite par les parents, etc. Dans la famille, capital culturel, enfin c'est les réseaux sociaux des parents. Enfin vous savez que 50% des gens trouvent leur travail parce que par relation, hein, c'est pas les annonces, les petites annonces, hein, même plus que maintenant peut-être 60% parce qu'on cherche des filières, des relations. Donc c'est pas un marché, les relations, c'est simplement de la construction sociale. Et cette construction sociale, on peut le faire dans tous les domaines. Donc le capital social, il se construit. C'est pas quelque chose qui nous est donné, d'autant qu'aujourd'hui, la famille, on l'a vu, évolue, et même si elle donnait avant des possibilités de réseaux sociaux, aujourd'hui, elle est un peu éclatée dans le monde entier. Vous savez qu'il y a 2 millions de personnes, de Français qui travaillent à l'étranger, qui travaillent. Hein, c'est pas des gens qui sont dans les ambassades, c'est pas des gens qui sont dans les lycées. Même s'il y a 70 lycées français à l'étranger, ça permet d'avoir la culture française qui est un peu à l'étranger, mais ces personnes. Et aujourd'hui, ce lien social qui est difficile à faire, à renouer, je disais tout le temps, quand j'étais jeune, à Bordeaux, ma grand-mère, ses sœurs nous réunissaient à l'arbre de Noël. Nous étions 180 autour de l'arbre de Noël. Aujourd'hui, quand on est 4 ou 5, mettons 10 enfants autour de... Enfin, on est content. Hein, 10. Alors quelqu'un m'a dit, ah ben, nous c'est 30. Ben, ça arrive encore. Donc vous voyez, c'est plus tellement sur la famille qu'il faut peut-être voir le lien social, c'est peut-être dans d'autres lieux qui se construisent, qui se co-construisent, les réseaux sociaux, enfin tout ce que vous connaissez. Dernière séquence, parce qu'on me presse. Donc le dernier scénario, 4, et je tiens mon temps. Hein. Association dans le contexte de la société inventive. Rendez-vous aux ruches de la créativité de Place Balzac. Rafale, journaliste. Ok, montez. Bonjour. Alors pourquoi avoir choisi ce nom, les ruches de la créativité ? À travers ce nom, en fait, nous avons souhaité montrer que la créativité et l'innovation naissent de la complémentarité des individus, à condition que ceux-ci, forcément, soient dans une relation d'échange permanent. Un peu comme dans une ruche, chacun a son rôle, apporte sa pierre à l'édifice commun. Nous avons adopté un fonctionnement où toutes les contributions sont complémentaires et au service d'un but commun. Nous voulons montrer que le cœur de l'action de notre association est basé sur la relation, l'échange, le mouvement. Un exemple concret de cet état d'esprit de notre mouvement, c'est le débat permanent du statut annuel. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rester oui ou non une association ? D'ailleurs, après 2 ans de société coopérative dans le secteur multimédia, nous avons décidé de redevenir une association avec tout ce que cela implique. Mais qui a pu prendre une telle décision ? C'est vous ? Non, j'aurais pas pu prendre une telle décision tout seul. Je suis le délégué collectif, je représente uniquement la parole de l'ensemble des adhérents. Tout adhérent a le même poids dans la vie de l'association et peut le faire savoir grâce aux nouvelles plateformes de communication participative, conçues spécialement pour notre secteur. La majorité des associations utilisent cet outil pour animer leur vie démocratique. D'ailleurs, cette plateforme nous permet à la fois de réunir une multitude d'acteurs de tous les secteurs associatifs français, mais aussi et surtout des acteurs internationaux. Et ces caméras-là, c'est pour quoi faire ? En fait, chaque événement de notre association est rediffusé en direct sur le net. Ça permet une réaction de tous les membres, même ceux qui n'ont pas pu assister à l'événement pour diverses raisons. Même si notre implantation locale est importante, notamment pour participer à la richesse du tissu créatif local, il ne faut surtout pas négliger les personnes sortant de nos objectifs premiers. Évidemment, nous ne sommes pas les seuls à innover et nous nous inspirons volontiers de pratiques venant d'autres milieux que le nôtre. Par exemple, la dernière adaptation, issue d'une entreprise avec qui nous travaillons ponctuellement, est la création et la mise en place d'un conseil de surveillance et d'un directoire s'occupant justement d'appliquer les préconisations du conseil de surveillance.
Si j'ai bien compris, le monde associatif a su créer des passerelles avec les autres acteurs économiques et sociaux. Niveau finance, formation, services, chacun y trouve son compte et personne n'instrumentalise l'autre et inversement. Oui, c'est ça. Je voudrais pas abuser, mais est-ce que c'est possible? Un café? Un soda? Eh ben, un café, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc société inventive. Bonjour Rafale, veuillez indiquer votre acte. Voilà, merci pour les personnes qui sont derrière les vitres, là, qui font passer la vidéo. Donc, quatrième scénario, vous voyez, on va vers cette société de création avec un conseil de surveillance, avec des modalités peut-être différentes de fonctionnement dans l'association. Moi, j'ai connu une SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, qui a été créée à Montpellier par des gens, des personnes qui font du logiciel libre. Ils étaient en association. Et puis petit à petit, ils ont créé des logiciels pour les collectivités locales, gestion des votes, gestion de la collectivité. Les collectivités ont investi, et donc pour investir, il faut monter une SIC d'intérêt collectif. Eh bien, ils ont gardé l'association qui produit des idées, des rencontres à juste titre, enfin d'une façon égalitaire si on peut dire, puisque c'est des logiciels libres, et puis on essaie de les faire évoluer. Mais la SIC, elle doit être performante, elle doit répondre vraiment à des besoins directs, et il faut pouvoir répondre quand même aux élus, aux collectivités qui font partie de la SIC. Donc il y a une multiplicité de développement de type associatif, mais avec des structures différentes autour de l'association. Alors cette société inventive, c'est bien sûr dans le cadre de l'économie de la connaissance, fondée sur la créativité, élargit la capacité à entreprendre des personnes, des engagements d'individus singuliers et relationnels. On parlait tout à l'heure de la sauvegarde de Caen, là, qui a créé avec un éducateur qui est allé voir les affaires maritimes, qui a découpé le plan d'eau pour essayer d'avoir des possibilités de développer de l'ostréiculture. Il a fait venir 12 ostréiculteurs, il a monté une association qui est devenue une entreprise où il y a 35 salariés handicapés, légers, qui travaillent. Et l'intérêt de travailler quand on est dans l'ostréiculture pour eux, c'est qu'il n'y a pas d'horaires sociaux. C'est la cloche qui a été mise par Charlemagne en 850 dans toutes nos églises pour nous donner une heure sociale. Avant, il n'y avait pas d'heure sociale, il n'y avait pas la montre, on allait attaquer quand il faisait jour, la nuit on se planquait. Bon, et là, il y a une heure sociale. Et aujourd'hui, ces enfants, ils ne sont pas à l'heure à 9h, à 8h, ils sont avec la marée. Donc ils suivent la marée. Et là, je vous promets, si vous les voyez, le bonheur qu'ils peuvent avoir de se lever tôt. C'est dur comme travail parce que c'est la mer, mais ils suivent la nature, quoi. Bon, mais ça, ça pourrait devenir une SIC parce que la collectivité est derrière. Vous voyez, c'est de nouvelles formes d'entrepreneuriat qui se développent, d'être plus créatifs. Une société civile s'organisant hors des tutelles traditionnelles, des collectifs associatifs s'imposant dans le dialogue civil, social, national, européen. On voit bien qu'en ce moment, l'expression des personnes ne passe pas toujours par l'association, souvent par des collectifs. Vous avez un collectif ESR, je ne sais plus comment, de mères de famille par rapport à des enfants qui sont exclus d'un collège parce qu'ils ne sont pas dans la norme française. Et donc, il y a des collectifs qui se sont créés avec des délégués de ces collectifs. Vous aviez les collectifs là, des enfants sur le canal Saint-Martin, là, les enfants de Don Quichotte, c'est un collectif. Donc il y a de plus en plus dans la dimension créative des mouvements. Alors pour qu'ils durent, en général, il faut s'institutionnaliser quand même. Et même ce collectif de mères de famille par rapport aux enfants, ils ont une structure associative pour gérer l'argent. De toute façon, parce que quand ils font déplacer 250 enfants à Lyon, il faut les billets de train, enfin il y a de l'argent qui circule, donc ils ont quand même des structures pour cela. Je termine. Les risques pour les associations, des phénomènes atomisés, voire communautaristes mal reliés entre eux, c'est vrai que c'est un risque, un recul de l'état de droit avec la balkanisation de solidarité qui affaiblit les raisons de faire société, une source de tension et de division au sein du mouvement associatif toujours en effervescence. C'est difficile de réunir des créateurs, des artistes, des gens qui sont dans le mouvement au moment où ils sont dans le mouvement. Sinon, vous arrêtez les tensions qui les mettent dans ce mouvement. Les opportunités pour les associations dans ce scénario, la création de clusters associatifs locaux. Vous avez pensé à créer un cluster dans votre région, dans votre territoire, pour des gens qui veulent créer des activités? Alors, c'est un genre de pépinière d'entreprise. Un cluster, c'est là où on fait émerger les idées, puis on les fait. Avant, on disait un incubateur. Alors peut-être que ça vous dit mieux que le cluster. Mais maintenant, le vocabulaire, c'est cluster. Et puis l'expérimentation de pratiques innovantes.
Est-ce que chaque année, vous avez fait le bilan de toutes les pratiques innovantes que vous avez faites dans votre association? Ça, c'est un moteur formidable de pouvoir générer et nommer et faire comment dirais-je, des rencontres sur toutes vos pratiques innovantes. Alors ça entraîne d'autres à en faire. Et la mutualisation d'expériences en développant des espaces non marchands. Alors, tous ces scénarios, c'est fait pour réfléchir. Je vous les laisse. Vous avez les diapos, vous avez les transparents, vous avez les textes. Il y a 3 petits volumes qui ont été édités par la Fonda. Mais je terminerai simplement dans cet après-midi pour vous rappeler comment on fait un bouquet de fleurs au Japon. D'abord, on choisit des fleurs qui ont à peu près la même géométrie. Donc il y a des grandes fleurs, il y a des petites fleurs. Alors il paraît que chez les boutistes, au contraire, on apprend à mélanger la grandeur des fleurs. En général, vous mettez quand même des fleurs avec des bouquets très, très élevés ou des bouquets arrondis. Enfin, vous voyez bien qu'il y a une géométrie qui donne de l'harmonie. Le deuxième aspect pour faire un bouquet, c'est d'avoir de la couleur, l'harmonie des couleurs dans votre bouquet. Il est blanc, il est rouge, mais vous n'allez pas mettre du mauve sur du vert. Bon, donc il y a quand même un œil à avoir pour l'harmonie de la géométrie, l'harmonie des couleurs, et bien sûr, ce qui fait le sens de notre rencontre, c'est comme dans un bouquet de fleurs, le parfum qui s'en dégage. Je vous remercie.